Deux invités dans cette édition spéciale consacrée à la journée de sensibilisation à la lutte contre la torture, une journée fêtée chaque 26 juin de chaque année. Le directeur exécutif de La Voix de Sans Voix, M. Rostam Anketa. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, madame. Vous avez comme co-débatteur Maître Hassani Kimwanga. Vous êtes conseiller juridique à la CNDH, mais également avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Bonsoir, maître. Bonsoir, madame. Alors, monsieur le directeur, la journée de sensibilisation à la lutte contre la torture n'a pas eu lieu. C'est chaque année, depuis près de 5 ans déjà, qu'on célèbre cette journée avec faste. Cette fois, selon nos informations, le gouvernement aurait, on met au conditionnel, interdit toute manifestation en rapport avec cette journée. N'est-ce pas là un mauvais signal auprès de vous, la société civile? Oui, bien sûr, madame, c'est un mauvais signal. Je dois vous dire que nous étions de ceux qui étaient au collège Boboto pour ces manifestations commémoratives de la journée internationale consacrée aux victimes de la torture. Grande a été notre surprise d'apprendre que Madame la ministre a jugé bon de reporter ces manifestations commémoratives. Pour nous, sans date précise. Sans date précise. Ce n'est pas une bonne chose pour nous parce qu'il y avait déjà une tradition qui était en place. Chaque le 26 juin, on se réunissait, on commémorait cet anniversaire combien important pour le respect de la dignité humaine. Mais qu'on ait reporté cela, franchement, personne n'en revenait. Et surtout qu'aucune date n'a été fixée. Je crois que là, c'est un recul par rapport aux avancées que nous avons déjà enregistrées. Est-ce qu'au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, vous avez aussi compris la chose de la même manière ou bien vous êtes comme d'habitude dans ce débat où la société civile exagère toujours et envenime toujours les situations dans ce genre de cas? Non, madame. D'abord, il faut préciser que nous ne sommes pas de ceux-là qui pensent que la société civile exagère toujours. L'information, nous l'avons reçue également parce qu'à cette manifestation, nous étions également conviés par les collègues du BCNUDH. Mais ça a coïncidé également avec notre déploiement parce qu'au moment où nous parlons, nous sommes déployés. Il y a des équipes qui sont sur le terrain en train de faire le monitoring des lieux de détention, ici comme en province. Et nous, à notre manière de célébrer cette journée, c'est à la fin de ce monitoring que nous allons, n'est-ce pas, lors d'une journée qui sera certainement médiatisée, rendre public les résultats de ce que nous aurons constaté au cours de ces différentes visites. Donc vous estimez que c'était plus important peut-être des actions de terrain que des retrouvailles entre membres, entre collègues défenseurs des droits de l'homme? Évidemment, ça a coïncidé, c'était un problème de calendrier tout simplement. Vous savez, nous n'avons pas un effectif voulu pour l'instant et toutes les équipes qui sont déployées sur le terrain auraient dû d'abord être concentrées sur ces enquêtes-là, voir ce qui se passe et ramener les résultats de ces enquêtes qui vont être rendus publics. Pour nous, ça sera, nous considérons que même à la fin du mois prochain, parce que la célébration s'étend sur le mois au niveau de la CNDH, et ça sera quand même une occasion importante pour donner ne fût-ce qu'un premier bilan de la situation sur les lieux de détention. Alors, monsieur le directeur, la CNDH vient de signaler que ce n'est pas si grave que ça. Il manquait une journée parce qu'il y a tout un mois. Vous avez souri avant de vous poser une question. J'aimerais quand même comprendre pourquoi ce sourire. Merci beaucoup. Je souris. En fait, je respecte le point de vue de Maître Hassani. Mais je voudrais tout simplement souligner que les Nations Unies ont consacré une journée. C'est le 26 juin de chaque année, ce n'est pas tout un mois, 2-3 jours. Je pense qu'il était important pour tous les défenseurs des droits humains, tous les acteurs de la société civile et toutes les institutions qui travaillent sur les questions des droits de l'homme de respecter cette journée du 26 juin et il n'était pas vraiment de bonne politique de reporter cette manifestation. Alors au niveau de la CNDH, Maître Hassani a soulevé une question très importante sur les statistiques. On reviendra vers vous, Maître, mais Monsieur le directeur, dites-nous, est-ce qu'au niveau de la Voix des Sans Voix, vous avez des données chiffrées? Oui, les données chiffrées existent. Mais peut-être que nous n'avons pas eu le temps de tout amener ici. Là, nous aurons des dizaines de cas. Des dizaines de cas, mais je peux vous donner des cas plus récents. Plus récents, je prends par exemple l'année 2016. En décembre 2016, nous avons enregistré beaucoup de victimes de torture. J'ai cité ici le cas de l'honorable Franck Diongo,
qui a été victime de torture, et ce n'est pas seulement lui, mais il y a 15 de ses militants et partisans qui sont aujourd'hui au pavillon 3 à la prison centrale de Makala. Et ces gens qui ont été torturés au camp militaire colonel Tchatchi sont aujourd'hui dans un état très déplorable parce qu'il y en a qui ont perdu l'usage de certains membres de leur corps. Il y en a qui ont aujourd'hui des bras, des pieds déformés des suites des tortures. Donc là, c'est très préoccupant pour nous, malgré les appels lancés pour la poursuite des auteurs de ces actes de torture, puisqu'aujourd'hui, rien n'est fait à ce sujet. Maître Hassani, au niveau de la CNDH, est-ce que vous avez aujourd'hui des données chiffrées? Bien, madame, il faut d'abord préciser que la torture comme infraction, c'est l'une des infractions où le chiffre noir est très, comment dirais-je, trop grand. Les chiffres noirs, j'entends par là, les cas qui sont connus, déférés devant l'autorité publique chargée de pouvoir réprimer. Et alors, au niveau des statistiques de jurisprudence, il faut indiquer que jusque-là, c'est des juridictions militaires qui se sont montrées beaucoup plus aptes et souples à pouvoir réprimer. Et il y a des cas comme ça qu'on peut citer en Équateur, à Bunia, Bukavu, devant des juridictions militaires bien sûr, où des policiers et militaires ont été effectivement déférés, jugés et condamnés. Est-ce que le problème ne se situe pas au niveau de la définition exacte justement des actes de torture? Parce que même la loi est vraiment muette. Le code pénal non plus confond les détentions illégales, l'arrestation arbitraire avec la torture. Non, il ne faut pas prétexter, comment dirais-je, la loi. La loi, elle est claire. Moi, je vous l'ai dit en tant qu'avocat. La loi est claire. La loi ne définit pas. Non, la loi définit. L'article 1er qui a porté modification à l'article 48 du code pénal a défini de façon claire et précise en dégageant les éléments matériels, les éléments intentionnels et la disposition légale que je viens de vous citer. Les actes de torture sont connus. Au-delà de la loi de 2011 dont question ici, il y a la convention qui avait déjà défini ça, la convention de 84, à laquelle nous sommes partis depuis 97, 96. Auparavant, justement, la torture physique ne constituait qu'une circonstance aggravante. Exactement, dans l'état de la législation congolaise avant 2011. Mais encore en cela, pour que ça soit une circonstance aggravante, il fallait identifier les faits, les actes matériels posés par les tortionnaires, pour que celui-ci soit condamné avec circonstance aggravante. Moi, par contre, je pourrais placer la question au niveau peut-être de l'ignorance aussi bien de la population et de certains acteurs chargés de réprimer, qui continuent à banaliser ces faits qui pourtant est un fait extrêmement grave, et ce qui fait que parfois il n'y a pas de dénonciation, ou ceux qui dénoncent autre chose que ce qu'ils ont réellement subi. Quels sont les faits, les actes constitutifs d'infraction de torture? Bon, au terme de la loi, l'article 1er de la loi de 2011, je vais juste prendre des actes. C'est tout acte qui consiste à administrer une souffrance aiguë à une personne. Et la personne qui administre cette souffrance-là doit avoir d'abord la qualité de fonctionnaire ou agent de l'État, ou toute personne qui agit sous ordre de l'agent de l'État ou sous son instigation, qui administre une souffrance aiguë, souffrance qui peut être physique ou morale. La Convention ajoute même mentale, mais c'est presque la même chose. Et ça peut se traduire par le fait de priver à quelqu'un en détention seulement de la simple visite familiale. Quand vous arrêtez quelqu'un, vous le placez en détention, et vous empêchez à cette personne d'être même visitée par sa famille, son épouse ou ses enfants ou ses amis, ça peut infliger une souffrance morale dans les chefs de la personne, et c'est un des actes constitutifs de la torture. Alors, monsieur le directeur, la République démocratique du Congo fait un effort, selon certaines personnes, de se conformer justement à cette convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels. Au niveau des ONG, est-ce que vous avez la même vision des choses? Oui, nous devons dire clairement que la République démocratique du Congo
a fourni des efforts. Nous devons être honnêtes, nous devons le reconnaître. Parce qu'en fait, avant 2011, comme on l'a dit, la torture constituait seulement une circonstance aggravante. Mais depuis juillet 2011, la torture est devenue en fait une infraction spécifique. Vous voyez, ça c'est très très important et je crois que Maître l'a signalé. Ici, il y a eu quelques cas où des auteurs des actes de torture ont été sanctionnés, mais malheureusement, ces quelques cas, c'est juste, je dirais, une goutte d'eau dans l'océan. C'est là que nous disons que le chemin à parcourir en matière de lutte à l'égard des actes de torture est encore très très long en République démocratique du Congo. Mais ce qui est important de souligner quand même, cette avancée, le fait que la législation interne ait été harmonisée pour répondre aux standards internationaux. Ici, la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains dégradants, ça c'est quand même une avancée que nous reconnaissons. Mais le grand problème, qu'est-ce qu'on fait de cette loi? Qu'est-ce qu'on fait de la Convention? Qu'est-ce qu'on devrait faire de cette loi selon vous? Ce que l'on devrait faire, c'est d'abord de montrer une volonté vraiment affirmée pour lutter effectivement contre l'impunité à l'égard des actes de torture qui sont commis ici en République démocratique du Congo. Je vous ai cité seulement un cas en décembre 2016. Il y a eu des cas de torture au camp militaire de Tchatchi. Notre organisation en a appelé à la bonne foi des autorités pour que les auteurs soient poursuivis, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait. En 2014, vous avez à vos côtés la Commission nationale des droits de l'homme, hein, et j'ai l'impression que c'est à eux que vous lancez des pics. Bien sûr, parce que nous, la présence de la Commission nationale des droits de l'homme est pour nous un grand appui. Et nous souhaitons effectivement la voir être à nos côtés pour que tous ensemble, nous puissions lutter effectivement contre l'impunité. C'est là que j'ai interpellé Maître Hassani pour dire qu'on n'aurait pas dû suivre cette voie-là, de reporter par exemple les manifestations commémoratives du 26 juin à l'égard des victimes de la torture. Vous voyez, donc je crois que c'est très très important. Il faut que la Commission et nous, que nous travaillions ensemble pour contribuer de manière positive à la lutte contre l'impunité des actes de torture en République démocratique du Congo. Alors que répondez-vous à ceux qui pensent que les ONG se concentrent sur des personnes qui sont fortement médiatisées? C'est sur ces personnes-là que vous concentrez votre lutte sur les actes de torture, mais ça se passe pratiquement chaque jour dans les parquets, dans les lieux de détention où les gens sont torturés, si on tient compte de la définition de Maître Hassani. Bien sûr, vous faites un monitoring. Oui, nous faisons régulièrement le monitoring, ici à Kinshasa et aussi en province. Et je vous assure, le cas de torture, comme je l'ai mentionné, si nous devions donner des chiffres ici, nous aurons des dizaines, si pas des milliers. Ces cas sont fréquents dans tous les milieux privatifs de liberté, ici en République démocratique du Congo. Il y a des cas que nous avons eu même ici à Kinshasa en 2014, au mois d'avril, si j'ai bonne mémoire, au camp Le Fungula ici. Il y a un monsieur, Doris, ils peuvent vérifier les archives, qui a été sévèrement torturé et qui est mort de suite des tortures. Nous en avons parlé, nous avons fait des communiqués, mais les auteurs sont demeurés impunis. C'est ça le grand problème. Nous avons dans tous les milieux privatifs de liberté ici en RD Congo, à Kinshasa comme en province, beaucoup de cas. Le problème, c'est cette volonté-là politique, réelle, pour dire plus jamais ça. Nous devons tous respecter la dignité humaine et par conséquent, nous devons lutter effectivement contre l'impunité des actes de torture en République démocratique du Congo. En ce qui concerne la volonté politique, le regard est tourné vers la CNDH, Maître Hassani. Les ONG et beaucoup d'activistes des droits de l'homme pointent toujours du doigt la CNDH de cette léthargie en ce qui concerne la documentation et même les actions de sanctions pour les personnes qui sont coupables des faits de torture. Oui, madame. Il faut d'abord préciser que la CNDH a reçu mission de par la loi, pas de sanctionner. Ça, il faut tenir à le préciser parce que beaucoup nous lancent des flèches peut-être par tout simplement ignorance de la loi qui régit la CNDH. Nous ne sommes pas là pour sanctionner. Nous sommes là pour enquêter, identifier ces cas et éventuellement les déférer devant les cours et tribunaux. Donc, c'est au cours et tribunaux qu'il faut poser la question. Et la lenteur dans l'administration au niveau de la CNDH pour les cas qui vous sont soumis, des cas de torture. Je ne crois pas qu'il y ait lenteur parce qu'à moins que vous ayez des statistiques ici ou quelqu'un qui est venu se plaindre,
Moi-même, j'ai fait partie des enquêteurs de la CNDH. Je ne crois pas que c'est cela le reproche qu'on formule à la CNDH. Beaucoup de gens disent seulement qu'on ne vous sent pas. On ne vous voit pas sur le terrain. Voilà les reproches qu'on formule à la CNDH. C'est ce que vient de dire et la voilà, VSV aussi. À cela, nous disons simplement qu'il faut approcher la CNDH, connaître la CNDH et connaître ses méthodes de travail. Tout à l'heure, là, on semble être divergent avec mon frère, le directeur Austin, sur la question de la journée commémorative. Évidemment, c'est une question d'approche. C'est vrai, les Nations Unies ont consacré une journée commémorative. Mais ce n'est pas une interdiction qu'on en fasse un mois. Je ne crois pas que ça va perdre de sa substance en faire un mois qu'en faire une seule journée. Et j'ai dit ici tout à l'heure que pour nous, c'est une question de calendrier. Nous n'étions pas comme CNDH tenus à commémorer cette journée ensemble avec la société civile ou avec le gouvernement. Mais vous êtes partenaires. Nous sommes partenaires. Comme la VSV pouvait le faire et inviter la CNDH est revenue. Comme le gouvernement pouvait le faire et inviter les gens comme on nous a invités, nous serions partis. Comme les Nations Unies par le BCNUDH pouvaient le faire et inviter la société civile et la CNDH et même le gouvernement, nous serions partis. Mais pour la CNDH, nous disons qu'on n'a pas banalisé la journée. Nous sommes en train d'y travailler. Peut-être que les actions que nous menons... Est-ce que maintenant, aujourd'hui, c'est urgent de fêter cette journée pendant que les actes de torture continuent, la situation continue à se dégrader? Évidemment, c'est tout ça qu'il faut poser peut-être la question à ceux qui pensent que la CNDH ne fait rien. Notamment à la voix de Sans-Voix. Voilà, ou à tous ceux-là qui pensent que le fait d'avoir reporté une seule journée avait vidé de toute sa substance. L'essentiel est ailleurs. Monsieur le directeur, c'est un faux débat selon Maître Hassani. Je comprends parfaitement les arguments qui sont avancés par Maître Hassani et je comprends qu'il s'agissait d'un problème d'agenda au niveau de la CNDH. Mais je continue à insister sur l'importance de cette journée qui est consacrée aux victimes de la torture, donc le 26 juin de chaque année. Je pense que la CNDH aurait dû aussi intégrer cela dans son calendrier. C'est très important. Et si c'était moi qui a été prévu, et là nous sommes le 29, et demain c'est le 30 juin, je ne sais pas, en fait, ce sera un autre mois pour la CNDH, ça c'est quand même un problème. Et je crois que ce n'est pas tiré sur la CNDH, mais nous soutenons la CNDH, mais nous voulons la voir beaucoup plus active sur les préoccupations réelles et constantes des violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Alors est-ce que la CNDH a les moyens pour sa politique? Bien, madame, d'abord il faut ajouter que vous là, vous contribuez, n'est-ce pas, à la commémoration de la journée. Avec ce que nous faisons là, je ne crois pas que cette émission, vous n'allez pas la diffuser simplement parce qu'elle est enregistrée en dehors du 26. C'est pour vous dire que le travail que vous abattez va avoir un large écho que nous réunir dans un salon, quelque part dans un grand hôtel, et faire une journée commémorative. Donc on devrait carrément supprimer la journée. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que celui qui l'a célébré le 26 n'a pas tort. Celui qui l'a fait pendant une semaine n'a pas tort. Celui qui l'a fait pendant un mois n'a pas tort non plus. L'objectif, c'est d'arriver à conjuguer les efforts de manière à atteindre un large nombre de nos concitoyens pour les sensibiliser, non seulement à dénoncer, mais à ceux qui ont la charge de réprimer, à s'assumer parce que la loi est déjà là. Bon, maintenant qu'on n'a plus fêté cette journée à la date voulue par les ONG de défense des droits de l'homme, on évolue et alors la CNDH est toujours critiquée par rapport à sa léthargie, à sa non-présence sur terrain pour documenter ou même prendre en compte des actes pour lesquels on le soumet. Je vous ai dit tantôt que nous sommes, au moment même où nous sommes avec vous, là nous sommes déployés sur le terrain. Il y a une équipe qui est revenue du Congo central, qui avait à sa tête le président lui-même. Il y a une équipe qui a fait le Maniema, il y a une équipe qui a fait le Katanga, il y a une équipe qui est à Kinshasa, et d'autres, il y a une qui est partie en Équateur, et une autre qui revient de Mbujimaï. C'est pour vous dire que nous sommes sur le terrain. Et quand on dit qu'on ne nous sent pas sur le terrain, c'est peut-être par les méthodes d'action des ONG. On n'a pas les mêmes méthodes. On a les mêmes objectifs, mais on n'a pas les mêmes méthodes de travail. Nous avons d'autres méthodes de travail. C'est la collaboration interinstitutionnelle. Même les cas
qui sont sous examen à la commission. Il a parlé du cas de l'honorable Franck Diongo. Nous sommes en train d'enquêter là-dessus. Mais ce n'est pas ici les liens indiqués où je vais vous dire que les enquêtes sont à tel niveau. On a visité la dizaine de personnes qu'il a citées. On en a fait même écho dans l'une de nos réunions hebdomadaires avec la société civile. Il y avait la VSV était là, présente, parmi les ONG qui étaient invitées. On en a fait écho, on a évalué la situation et on avance. Pour nous, lorsqu'on enquête sur un cas et qu'on trouve que le cas est avéré au regard de la loi, nous déférons les cas devant la justice. Combien de cas avez-vous déjà déférés devant la justice aujourd'hui? Des cas de torture. Nous n'avons pas encore été saisis par beaucoup de cas. Nous avons 2 cas qui sont encore en examen chez nous et un dont l'état d'avancement est presque vers la fin parce que... 2 cas dans toute la République. Desquels nous sommes saisis. Ok, donc c'est tout simplement un problème de saisie. Exactement. Je vous ai parlé, c'est une question importante, madame. Même les cours et tribunaux, avant de les condamner, nous devons nous rassurer si effectivement ils sont saisis de ces cas-là. C'est là que même moi également j'en appelle à l'activisme de la société civile qui a un travail très appréciable sur le terrain. Parce qu'il faut non seulement dénoncer devant les médias, mais aussi saisir parce qu'ils ont le pouvoir. C'est d'entre eux qui ont la personnalité civile, ont la qualité de saisir les cours et tribunaux. Le directeur Rostin est d'accord avec moi, pour, n'est-ce pas, aider les victimes à être rétablies dans leurs droits. C'est la même chose que la CNDH. Monsieur le directeur, là, il y a une centaine d'ONG de défense des droits de l'homme aujourd'hui. 2 cas seulement sont officiellement sur la table de la CNDH pour être traités. Je crois que c'est comme il a dit, 2 cas dont la CNDH est saisie. Mais il y en a d'autres, des dizaines d'autres. Je pense qu'il y a aussi, on peut parler aussi de l'autosaisine de la CNDH, qui ne doit pas attendre en fait qu'elle soit saisie par les ONG des droits de l'homme ou les victimes elles-mêmes. Mais il y a des cas qui sont très flagrants, dont tout le monde parle. Et ici, nous avons même cité le pavillon 1, où se trouvent 15 personnes victimes de torture, dont les bras, les pieds ont été déformés de suite de torture. Je crois que là, j'inviterai la CNDH à travers Maître Hassani de fournir un effort d'arriver à la prison centrale de Makala. Là, ce sont des cas réels, des cas vraiment incontestables. Et à ce sujet-là, je crois qu'un travail aussi peut être fait. Mais je sais qu'à ce niveau-là, ils n'ont que 2 cas, mais là, nous en ajoutons. Au pavillon 1, ils peuvent s'y rendre. Et aussi, nous, de notre côté, c'est un grand partenaire de la CNDH. Nous ferons de notre mieux pour leur envoyer de plus en plus de cas. Mais en retour, nous attendrons vraiment que des solutions soient trouvées, peut-être pas à leur niveau, mais de saisir les instances compétentes pour que des réponses appropriées soient apportées en matière de lutte effective contre l'impunité à l'égard des actes de torture qui sont perpétrés à Kinshasa en province. Alors, Maître Hassani, avant de réagir à cette observation pertinente de directeur, est-ce que vous adhérez à ce débat aujourd'hui des juristes qui pensent que le problème au niveau de la loi se situe toujours sur la précision ou l'imprécision de la loi sur les circonstances qui peuvent aggraver même les actes de torture? Non, madame. Moi, je pense que il n'y a pas de reproche à formuler en l'état actuel de notre législation. Ça, il faut quand même qu'on se le dise. Notre loi n'est pas si différente de la Convention de 84 en termes de la définition de la torture. La Cour africaine des droits de l'homme a déjà rendu beaucoup de décisions là-dessus et nous offre une jurisprudence abondante sur les cas de torture. Et la loi elle-même de 2011 nous a offert une définition claire et précise. Pour moi, ceux qui pensent qu'il y a un problème d'imprécision, et du point de vue législatif, je pense qu'ils ont tort. Il faut simplement dire qu'il y a un problème d'ignorance. Et là, c'est là que nous disons, et nous, et la CNDH, et les médias, nous avons un travail important à faire. C'est un acte, quand on dit traitement cruel, inhumain et dégradant, c'est extrêmement grave. Nous ne devons pas banaliser ces faits-là. Vous comprenez? Et quand on pense que la loi devait être aussi claire qu'elle ne l'était, ça veut dire qu'on a déféré des cas devant les juges et ces cas n'ont pas trouvé, comment dirais-je, des solutions simplement parce que les juges étaient coincés par rapport à l'imprécision de la loi. Or, tel n'en est pas le cas. Je vous dis, cette loi
donne compétence de réprimer les actes de torture aussi bien aux juridictions militaires qu'aux juridictions de droit commun. Mais nous avons, nous, au niveau de la CNDH, essayé de faire une petite enquête au niveau des juridictions civiles. Je vous dis, nous n'avons pas trouvé de cas déférés comme ça devant les juridictions civiles, sauf devant les juridictions militaires, et je vous ai donné quelques cas de jurisprudence dans lesquels ces juridictions se sont prononcées. Donc c'est pour dire tout simplement que l'effort est à faire. Là, je suis parfaitement d'accord avec mon frère, avec le directeur Austin, qui estime qu'il faut continuer à sensibiliser. Il y a aussi le problème de l'autosaisie. L'autosaisie de la CNDH. Je vous ai dit même pour le cas de la dizaine de personnes. Pour nous, c'est un seul cas, parce qu'il s'agit là du cas de l'honorable Franck Diongo et Saban. C'est un cas, et je vous ai dit que nous sommes saisis de ces cas, et c'est sous examen. Je ne saurais pas vous dire, je ne suis même pas enquêteur dans ces cas-là. Il y a un collègue qui s'occupe de ces cas-là. Donc pour nous, toutes ces 15 personnes-là, nous c'est 12 je crois, 12 ou 13. Toutes ces 13 personnes-là constituent un cas de torture. Et un autre cas dont la CNDH a été saisie par l'entremise d'une ONG partenaire. Et je vous ai dit même que nous n'avons pas attendu d'être interpellés pour nous rendre en prison et dans les lieux privatifs de liberté. C'est parmi les attributions de la CNDH. Les conditions de détention au CPRK avant l'évasion, même après, constituent aussi des actes de torture. Priver à quelqu'un les soins de santé primaires et tout, ça n'inquiète pas non plus la CNDH. Non, on ne doit pas banaliser cette infraction-là. Là-dessus, je crois que même le directeur ne pourra pas être d'accord avec. C'est une infraction grave, comme je vous l'ai dit. Vous l'avez bien dit ici que c'est une infraction imprescriptible. Ça veut dire qu'on a senti la gravité de ces cas-là. Et au niveau de votre structure, vous n'avez rien fait? Non, nous sommes là. Nous avons été à... Je vais vous citer des prisons. Nous avons été à Ndolo. Nous avons été à Makala. Moi-même, je suis parti l'année passée à Kangwaye, à Beni. Et nous avons fait un rapport avant l'évasion où nous avons dénoncé les faits. J'ai été dans l'établissement des gardes pour enfants de Beni. J'ai été dans les quartiers des femmes. Nous avons constaté tous les cas que nous avons constatés et nous avons fait ce que la loi nous demande de faire. Le problème, madame, c'est qu'il ne faut pas nous faire porter un chapeau qui n'est pas nôtre. Nous travaillons dans une approche diplomatique. Parce que d'abord, il faut savoir que nous sommes... Qu'est-ce que vous appelez approche diplomatique? C'est ne pas dire tout au gouvernement. Ça, c'est l'option ultime, c'est la dernière option. Parce que la CNDH est payée par le gouvernement. Non, pas du tout. La CNDH n'est pas payée par le gouvernement. Alors, qu'est-ce que vous appelez option diplomatique? La CNDH n'est pas sous tutelle du gouvernement. Vous êtes avocat et juriste, vous avez dit option diplomatique. Évidemment, c'est ça que je vais vous expliquer. Ça veut dire quoi? Lorsque nous saisissons une dénonciation ou une plainte à charge d'une autorité, parce que pour les cas de torture, je vous ai dit que la qualité, il faut être fonctionnaire ou agent de l'État. C'est souvent la police, l'armée ou certaines autorités publiques. Lorsque nous recevons une dénonciation, nous avons l'obligation de pouvoir approcher l'autorité contre laquelle nous sommes saisis de la dénonciation pour avoir sa version des faits. Et ça, c'est dans les 15 jours. Et là, est-ce que vous avez interpellé le ministre de la Justice qui est chargé justement de gérer... On parle bien des rations des prisonniers. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Justice et actuellement hier c'était ensemble avec le ministère des Droits humains et actuellement avec le ministère de la Justice. Parce que nous avons beaucoup de domaines de collaboration. Et s'agissant des cas des établissements pénitentiaires, nous travaillons en étroite collaboration. Nous sommes à un problème de temps. Nous voulons avoir la réaction du directeur de la Voix des Sans-Voix. D'abord par rapport à l'impression qu'on a que les ONG chargent trop la Commission nationale des droits de l'homme sur des plaidoyers qu'eux ne devraient pas faire, qui sont votre travail, notamment la sensibilisation sur la connaissance et la maîtrise des lois et particulièrement sur la torture. Oui, en fait, les ONG ici ne surchargent pas la Commission nationale des droits de l'homme. Comme nous l'avons souligné, qui est une institution très importante pour nous et sur laquelle nous continuerons à compter. Je crois ici le problème, c'est que les ONG gardent encore leur soif par rapport à la lutte longtemps menée pour la mise en place de cette institution dont nous attendons beaucoup. Et là, la Commission doit
comprendre en fait la réaction des ONG. Et je crois que le plus important pour nous ici, c'est de voir la Commission nationale des droits de l'homme, oui, au-delà de la collaboration avec les institutions comme le gouvernement, aussi, n'est-ce pas, d'œuvrer pour certaines pressions qui peuvent contribuer, n'est-ce pas, à la solution de certains dossiers qui sont mis à leur disposition et aussi à toutes ces violations des droits humains qui sont décriées ici à Kinshasa et en province. C'est vrai, nous le comprenons, ce n'est pas à la Commission nationale des droits de l'homme de trouver des solutions aux préoccupations relatives aux droits de l'homme, mais il appartient à la Commission de faire son travail en se démarquant un peu, sans trahir leur collaboration avec le gouvernement, en se démarquant un peu de la démarche du gouvernement qui, le plus souvent, cherche en fait à présenter les choses. Est-ce que vous voulez embarquer la CNDH dans votre éternelle guerre avec le gouvernement? Non, pas du tout. Il n'y a même pas d'éternelle guerre avec le gouvernement. C'est le gouvernement qui pense qu'il y a une guerre entre lui et les ONG des droits de l'homme. Non, en fait, ce que nous faisons, c'est de rappeler aux uns aux autres de respecter les instruments qu'ils ont ratifiés en matière de promotion, défense des droits humains, de protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Nous sommes des partenaires et nous contribuons là de manière positive pour que les choses marchent dans notre pays. Et c'est ce que nous attendons de la Commission nationale des droits de l'homme, qui est pour nous une institution très très importante. Et aujourd'hui, il y a une question des moyens pour son fonctionnement qui se pose. Et nous disons, la réalité sur terrain aussi impose à la CNDH d'être le plus visible possible pour que même dans les fins fonds, dans les territoires les plus reculés, que tout le monde entende parler de la CNDH, qu'on sente que la CNDH existe et qu'il y a une nouvelle institution qui vient en appui en matière de protection, défense des droits humains en République démocratique. Alors, on va terminer avec cette dernière question. En tant que partenaire justement à la CNDH, au niveau de la voix des sans-voix, quel est votre apport justement dans la vulgarisation de ce texte? Parce qu'on parle de la loi du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture. Oui, en tout cas, nous contribuons à la vulgarisation de cette loi. Parce que Maître Hassani a bien dit, il y a un problème d'ignorance qui se pose non seulement, même ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Beaucoup de gens ne connaissent même pas cette loi, beaucoup de gens ne savent même pas qu'il y a une convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements créés inhumains ou dégradants. Donc là, je crois que la CNDH et nous sommes ensemble pour continuer à vulgariser à travers la République démocratique du Congo pour que les gens sortent de leur ignorance et qu'ils sachent qu'il y a une loi qui existe et que tout le monde peut saisir les institutions ou les juridictions compétentes pour sévir contre les actes de torture qui sont commis ici et là en République démocratique du Congo. Maître Hassani, la dernière question vous est adressée. Quelles sont les priorités aujourd'hui au niveau de la CNDH? Bien, madame. Les priorités au niveau de la CNDH, c'est d'avoir quand même un déploiement sur le terrain, à même de satisfaire tous ceux-là qui ont encore soif de nous voir présents sur le terrain. Tenez, jusque-là, dans toutes les 26 provinces, nous n'avons qu'un seul coordonnateur par province. Prenez le cas du Congo central. Toute la province du Congo central, de Kasangulu à, je ne sais pas, à Mwanda, nous avons un seul coordonnateur qui n'a même pas un vélo pour se déplacer. Il est basé à Matadi, de telle sorte qu'il est appelé à contrôler de Kasangulu à Mwanda. À Kinshasa, nous n'avons qu'un seul coordonnateur qui est appelé à contrôler toutes les 24 communes et savoir ce qui se passe. Et c'est pareil dans toutes les provinces. Ça, c'est un premier problème. Et un second, c'est que nous avons encore un problème de bâtiment. Je crois que je pourrais vous inviter. Ce problème-là a été posé déjà l'année passée. Voilà. On dirait que la CNDH ne travaille pas justement à cause du confort. Pourtant, vous êtes des hommes de terrain. On ne travaille pas à cause du confort. Je suis en train de vous expliquer ce qu'ils peuvent écouter. Et ça fait partie de vos priorités, bien sûr. Bien sûr, nous sommes une institution. Écoutez, et la population vient en troisième position. Madame, nous avons, comment dirais-je, des dossiers sensibles que nous traitons. Ces dossiers-là, nous devons les garder où? Vous avez déjà été chez nous et voir dans quelles conditions même les dossiers sont tenus pour toute la République. Il ne faut pas banaliser ça. Apparemment, ça paraît comme si c'était un confort pour les personnels de la CNDH. Mais ce n'est qu'une exigence professionnelle. Voilà. Donc, la priorité aujourd'hui au niveau de la CNDH, c'est d'abord les moyens pour vous permettre d'arriver à faire votre politique.
et accompagner ce que nous faisons déjà. Il ne faut pas considérer que nous ne faisons rien. Maître Hassani Kimwanga, je vous remercie pour toutes ces précisions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes conseiller juridique à la Commission nationale des droits de l'homme, mais également avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Vous aviez comme co-débatteur le directeur exécutif de la Voix des Sans-Voix, M. Rostin Manketa. Nous avions parlé avec vous de la loi du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture promulguée il y a de cela 6 ans. Merci en tout cas pour votre disponibilité. Merci, madame.